Pendant plus d'une décennie, de vastes régions de Colombie ont obéi à une autorité qui ne figurait dans aucun organigramme officiel. Ce n'était pas l'État. Ce n'étaient pas les institutions. C'était une structure criminelle capable de paralyser des villes entières, de déplacer des tonnes de cocaïne et de soutenir une confrontation directe avec des forces militaires nationales et internationales. Au centre de ce système, un seul nom, Otoniel, un dirigeant qui fuyait la mise en avant, presque jamais photographié, méthodique à l'extrême, et qui réalisa quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire du narcotrafic colombien, maintenir un empire pleinement opérationnel tout en étant, durant des années, la cible prioritaire des autorités. Il ne gouvernait ni par la célébrité, ni par l'ostentation du pouvoir, mais par le contrôle discret du territoire, de l'information et de la violence. Son véritable nom était Dairo Antonio Usuga David. Il est né le 15 septembre 1971 à Necoclí, une zone rurale de l'Urabá antioqueño. Un territoire où la loi n'a jamais été une constante et où le pouvoir s'est toujours disputé à coups d'armes, de loyauté fragile et de connaissance du terrain. Des décennies plus tard, cet enfant paysan deviendrait le criminel le plus recherché du pays après la mort de Pablo Escobar, non pour son charisme ni pour son image publique, mais pour quelque chose de bien plus dangereux, sa capacité à organiser, administrer et maintenir un réseau criminel de portée internationale sans jamais s'exposer en première ligne. L'environnement dans lequel il a grandi n'offrait aucune alternative réelle. L'Urabá avait d'abord été le théâtre de la violence partisane du milieu du XX siècle, puis de l'avancée de groupes insurgés comme les FARC et l'ELN, et ensuite de l'irruption de structures paramilitaires qui promettaient l'ordre, mais imposèrent des méthodes encore plus brutales. Chaque acteur armé a laissé son empreinte. Aucun n'a apporté de stabilité. La famille de Dairo survivait en cultivant de petites parcelles de bananes plantains, de manioc et de maïs, sur des terres qui ne leur appartenaient pas. Il n'y avait pas de titre de propriété, pas de protection juridique et pas non plus de perspective claire. Dans ce contexte, les groupes armés n'avaient pas besoin de convaincre longtemps, ils offraient ce que l'environnement refusait, des revenus, des armes et un sentiment immédiat d'appartenance. Le prix était l'obéissance totale. Dès son plus jeune âge, Dairo montra une capacité peu commune à lire cet environnement. Il ne se distinguait pas par l'impulsivité, mais par l'observation. Il voyait comment se négociaient les alliances, comment les pactes se rompaient et comment on éliminait ceux qui cessaient d'être utiles. Il comprit rapidement que le pouvoir ne dépendait pas uniquement de la force, mais du contrôle de l'information, de la peur soigneusement administrée et de la discipline interne. Cet apprentissage ne se fit ni dans des académies, ni dans des salles de classe. Il eut lieu sur des chemins ruraux, dans des camps improvisés et dans une région où survivre exigeait de savoir qui commandait chaque semaine. Les règles changeaient, mais une demeurait intacte. Celui qui ne s'adaptait pas disparaissait. Les enseignements que Dairo assimila durant ces années n'étaient ni idéologiques ni romantiques. Ils étaient pratiques, et ce seraient les mêmes qu'il appliquerait, avec le temps, pour bâtir l'une des structures criminelles les plus vastes et les plus résistantes qu'ait connue la Colombie. À 14 ans, la frontière entre la vie civile et la guerre cessa d'exister pour Dairo Antonio Usuga. En Urabá, l'économie familiale ne suffisait plus, et la violence avait transformé toute tentative de normalité en illusion. Dans ce contexte, rejoindre un groupe armé n'était pas une anomalie, c'était une issue courante. Dairo intégra les rangs des FARC, faisant partie d'une génération entière de mineurs recrutés par les structures insurgées durant les décennies 1980 et 1990. Il n'y arriva ni comme idéologue, ni comme combattant convaincu. Il y arriva comme beaucoup d'autres, poussé par l'absence d'options et par un environnement où porter une arme garantissait une protection immédiate. Son adaptation fut rapide. Au sein de la guérilla, Dairo montra une capacité peu commune à assimiler la discipline, la hiérarchie et la logique militaire. Il apprit à opérer en jungle dense, à se déplacer sans laisser de traces et à exécuter des ordres sous une pression constante. Mais au-delà du combat, il se distingua par quelque chose de plus précieux pour l'organisation.
sa compréhension précoce du fonctionnement concret du conflit. Au sein des FARC, on ne se contentait pas de combattre. On administrait des territoires, on collectait des ressources et on imposait des règles. Dairo fut exposé très jeune à un système combinant action armée et financement illégal. Il reçut une formation aux tactiques de guerre irrégulières, à l'usage des explosifs, aux communications sécurisées et aux tâches de renseignement. Il connut également, de l'intérieur, les mécanismes d'enlèvement, d'extorsion et de contrôle des cultures illicites qui soutenaient économiquement l'organisation. Cette période fut déterminante, non pour l'idéologie, mais pour l'apprentissage opérationnel. Dairo comprit comment maintenir des structures en fonctionnement dans des conditions extrêmes, comment coordonner des unités dispersées et comment garantir l'obéissance même lorsque le risque était permanent. Il apprit à planifier des mouvements, à anticiper des réactions et à évaluer les coûts avant d'exécuter une action. Sa progression au sein de la guérilla fut constante. Il passa de simples combattants à des responsabilités sur d'autres hommes. Non par charisme, mais par efficacité. Il savait écouter, transmettre des ordres clairs et maintenir le contrôle dans des situations où une erreur pouvait signifier la mort de tout un groupe. Ce profil le plaça rapidement parmi les éléments les plus utiles des FARC dans la région. Sans le savoir à ce moment-là, les années passées au sein de la guérilla façonnaient bien plus qu'un simple combattant. Elles formaient un organisateur, quelqu'un capable de diriger des personnes, de gérer des ressources et de maintenir une structure armée sur de longues périodes. Des compétences qui, plus tard, ne seraient plus au service d'une cause insurgée, mais d'un projet criminel personnel. L'ascension de Dairo Antonio Usuga au sein des FARC ne fut ni symbolique ni automatique. Elle fut fonctionnelle. Avec le temps, il cessa d'être un combattant parmi d'autres pour devenir directement responsable d'hommes, de ressources et de décisions opérationnelles. Sous son commandement furent menées des embuscades contre les forces de l'État, des enlèvements ciblés destinés à financer la structure, ainsi que des systèmes de prélèvement systématiques auprès de commerçants, d'éleveurs et d'acteurs illégaux opérant dans des territoires contrôlés par la guérilla. Mais aucune de ces missions ne marquerait autant son parcours que l'affectation suivante. Dairo fut intégré à des unités chargées de superviser et de taxer les cultures de coca. Cette destination le plaça, pour la première fois, face au véritable moteur économique du conflit armé colombien. C'est là qu'il comprit quelque chose de décisif. La cocaïne n'était pas simplement une source de financement parmi d'autres. C'était un commerce aux marges exceptionnelles, capable de soutenir des armées entières, d'acheter des volontés et de franchir des frontières grâce à une logistique qui dépassait, à bien des égards, celle des institutions étatiques. Il observa comment de petites parcelles se transformaient en tonnes de produits, comment s'organisaient des chaînes de transport complexes, et comment l'argent circulait en liquide à une vitesse inconnue dans toute économie légale de la région. Ce contact direct avec le narcotrafic modifia sa manière de concevoir le pouvoir. La guerre restait nécessaire, mais elle n'était plus l'objectif principal. Le contrôle de l'économie illégale offrait quelque chose de plus stable et de plus durable que la confrontation idéologique. Au milieu des années 1990, tandis que les FARC consolidaient leur présence dans de vastes zones rurales du pays, Dairo opérait déjà comme commandant régional en Urabá. Il avait sous sa responsabilité des centaines de combattants et gérait des revenus constants issus d'enlèvements, d'extorsions et de prélèvements sur le commerce de la coca. Son poids au sein de l'organisation était réel, en particulier dans une région clé par sa position géographique et son accès naturel aux routes internationales. C'est à ce moment-là qu'il prit la décision qui redéfinirait sa trajectoire. En 1997, après plus d'une décennie passée dans la guérilla et avec une position solidement établie, Dairo quitta les rangs insurgés. Ce ne fut pas une fuite improvisée, ce fut un calcul. Il déserta pour rejoindre les Autodefensas Unidas de Colombia, des structures paramilitaires qui progressaient avec force dans des territoires où l'État restait absent et qui offraient quelque chose de différent. Le soutien de secteurs économiques, des liens politiques et une relation beaucoup plus directe avec le narcotrafic. Ce changement ne signifia pas l'abandon de la violence. Il signifia un changement de camp, de règles et d'horizon. À partir de ce moment,
Dairo n'opéra plus au sein d'une guérilla à finalité politique, mais dans des organisations où le contrôle territorial et le commerce constituaient le centre absolu de la stratégie. La désertion de Dairo Antonio Usuga ne répondit ni à une réaction émotionnelle, ni à une rupture soudaine. Ce fut une décision calculée. Durant ces dernières années dans la guérilla, il avait suivi attentivement l'évolution du conflit et l'avancée des structures paramilitaires dans des régions clés. Les Autodefensas Unidas de Colombia s'imposaient militairement dans des zones où les FARC perdaient leur capacité de manœuvre. Elles disposaient de ressources supérieures, d'un accès direct au narcotrafic et du soutien de secteurs économiques qui voyaient en elles une forme de contrôle territorial plus prévisible. Pour quelqu'un nourrissant des ambitions à long terme, le changement d'équilibre était évident. Les AUC ne disposaient pas seulement de davantage de financement, elles maintenaient des canaux ouverts avec des acteurs politiques locaux, des réseaux d'entreprises et des structures de pouvoir garantissant protection, information et continuité opérationnelle. Cet environnement offrait une marge d'action bien plus large que celle d'une organisation insurgée soumise à une pression constante de l'État. L'entrée dans les rangs paramilitaires ne fut pas immédiate. Pour être accepté, Dairo dut démontrer son utilité et son alignement sans réserve. Le processus impliqua une participation directe à des opérations d'élimination systématique contre des civils désignés comme collaborateurs de la guérilla. Des actions conçues pour semer la peur, briser les liens communautaires et établir un contrôle absolu sur des territoires disputés. Les exécutions, les massacres et les méthodes employées marquèrent une escalade de violence qui dépassait même les niveaux déjà normalisés dans le conflit armé. Au cours de cette période, Dairo adopta l'alias de Mauricio. Sous ce nom, il commença à s'imposer comme l'un des commandants les plus efficaces et les plus redoutés des AUC en Urabá. Sa méthode associait la répression directe de toute forme de dissidence à l'imposition d'un ordre fonctionnel pour ceux qui acceptaient son autorité. Sécurité, résolution des conflits locaux et contrôle économique étaient offerts en échange d'obéissance et de silence. Le système n'avait rien d'improvisé. Mauricio appliqua des connaissances acquises lors de son passage dans la guérilla. Il mit en place des réseaux d'informateurs au sein des communautés, conçut des dispositifs de surveillance pour anticiper les mouvements ennemis et organisa des structures financières intégrant, sous un même contrôle, des activités légales et illégales. Chaque composant remplissait une fonction précise dans le schéma territorial. Son leadership ne reposait ni sur des discours ni sur des symboles. Il se mesurait aux résultats. Les subordonnés obéissaient par discipline et par peur. Les communautés, par nécessité. En quelques années, Mauricio avait bâti une position solide au sein de l'appareil paramilitaire, gérant hommes, argent et territoire avec une efficacité qui le distinguait des autres commandants. Cette période acheva de façonner son profil définitif. Il n'était plus seulement un combattant ni un chef régional. Il était un organisateur de pouvoir armé, capable d'administrer simultanément la violence, les ressources et les loyautés. Un profil qui, plus tard, se révélerait décisif lorsque les structures paramilitaires commenceraient à se désagréger et qu'un nouvel environnement criminel émergerait. À l'an 2000, Mauricio n'était déjà plus un cadre intermédiaire. Il contrôlait un vaste corridor de l'Urabá, couvrant plusieurs municipalités stratégiques, dirigeait des centaines d'hommes armés dotés d'un équipement militaire moderne et administrait des flux constants d'argent issus d'extorsion, d'enlèvement, de trafic d'armes et, avec un poids croissant, du narcotrafic. Sa position le plaçait parmi les figures les plus influentes des Autodefensas Unidas de Colombia, dans l'une des zones les plus sensibles du pays. L'Urabá n'était pas un territoire comme les autres. Sa situation, entre les Caraïbes, la frontière panaméenne et les routes intérieures de la Colombie, en faisait un point clé pour le déplacement de marchandises légales et illégales. Le contrôler signifiait dominer des passages, des ports naturels et des corridors reliant la production de coca aux marchés internationaux. Mauricio comprit cette valeur avant beaucoup d'autres. Pendant sa période comme commandant paramilitaire, il consolida un modèle de domination qui allait au-delà de l'occupation armée. Il noua des relations avec des acteurs économiques locaux,
sécurisa des canaux de financement stables et construisit un réseau de protection politique qui lui permettait d'anticiper des opérations et de neutraliser des menaces sans recourir systématiquement à la force directe. Dans les territoires sous son influence, des systèmes parallèles de contrôle social furent instaurés. Les conflits locaux se réglaient en dehors des tribunaux officiels. Des règles de conduite furent imposées à la population civile. L'accès à la sécurité face aux groupes rivaux était conditionné par le paiement régulier et l'acceptation de l'ordre imposé. Dans certaines communautés, des travaux élémentaires d'infrastructure furent encouragés non comme politique publique, mais comme mécanisme de légitimation et de dépendance. Ce schéma ne naquit pas de façon improvisée. Mauricio avait constaté que l'usage constant d'une violence sans discernement produisait rejet et résistance. À l'inverse, la combinaison de châtiments précis visant des objectifs concrets et d'avantages tangibles accordés aux collaborateurs instaurait un contrôle plus efficace. La population ne soutenait pas, mais s'adaptait, et cette adaptation garantissait la stabilité opérationnelle. Avec le temps, ce système permit de réduire les conflits internes, de sécuriser les routes et de maintenir une présence armée permanente sans nécessiter des confrontations continues. Le territoire fonctionnait selon des règles claires, dictées d'en haut et appliquées avec discipline. Au début du nouveau millénaire, Mauricio ne dominait pas seulement des hommes et des armes. Il dominait des espaces, des économies locales et des flux d'informations. Il avait construit une structure capable de durer, même dans un environnement changeant. Et cet apprentissage serait décisif lorsque le paysage paramilitaire entrerait dans une phase de transformation, ouvrant une nouvelle étape de sa carrière criminelle. Au fil des années, l'organisation dirigée par Mauricio cessa de ressembler à une structure armée conventionnelle. Elle évolua vers un modèle hybride, combinant capacités militaires et fonctions administratives propres à un appareil de contrôle territorial. Il existait des fronts de combat prêts à affronter des menaces externes, mais aussi un réseau de gestion composé d'administrateurs, de comptables, de techniciens et de professionnels chargés de coordonner les finances, la logistique, l'infrastructure et l'approvisionnement. Ce dispositif permettait de gouverner des espaces complexes. Il ne s'agissait pas seulement de jungles ou de zones rurales isolées. Le contrôle s'étendait à des communautés urbaines, des corridors commerciaux et des zones productives où chaque décision avait un impact économique et social. Le fonctionnement quotidien du territoire dépendait davantage de cette structure que de toute institution officielle. Durant cette période, Mauricio approfondit ses liens avec le narcotrafic international. Il conclut des accords avec des organisations criminelles mexicaines intéressées par des routes stables et prévisibles vers les États-Unis. En parallèle, il renforça les systèmes locaux de production et de transformation, garantissant le contrôle depuis la culture jusqu'à la sortie du produit. Cette intégration réduisait les intermédiaires et augmentait les marges de profit. La domination atteignit un point où l'autorité officielle fut reléguée au second plan. Des fonctionnaires publics, des entrepreneurs et des leaders communautaires s'adressaient régulièrement à Mauricio pour demander une autorisation, régler des conflits ou s'assurer que certaines activités puissent se dérouler sans interférence. Ce n'était pas une simple formalité. C'était la preuve que le pouvoir réel dans la région ne résidait pas dans l'État, mais dans sa structure. En 2005, lorsque les Autodefensas Unidas de Colombia entamèrent le processus de démobilisation négocié avec le gouvernement d'Álvaro Uribe, Mauricio se trouvait dans une position exceptionnelle. Il contrôlait une organisation dont les revenus annuels étaient estimés à des centaines de millions de dollars, employait des milliers de personnes dans des activités légales et illégales et entretenait des connexions transfrontalières, du Mexique à différents points d'Europe. Ce contexte posait un dilemme qui marquerait le tournant suivant de sa trajectoire. Le processus de démobilisation n'impliquait pas seulement de rendre les armes, il signifiait aussi céder le contrôle, fragmenter des structures et se soumettre à un cadre juridique limitant la marge de manœuvre. Pour quelqu'un qui avait construit un système autonome, efficace et rentable, la décision ne serait pas simple. Ce moment de transition ouvrirait la voie à une nouvelle phase du crime organisé en Colombie. Et Mauricio était en mesure de décider s'il devait disparaître avec l'ancien ordre ou le transformer en quelque chose de différent.
Le processus de démobilisation des Autodefensas Unidas de Colombia, lancé en 2005 sous le gouvernement d'Álvaro Uribe, plaça Mauricio face à un choix déterminant. Sur la table, il y avait une voie légale, offrant des avantages judiciaires et la possibilité de conserver une partie du capital accumulé. Mais il existait aussi un risque évident: perdre le contrôle effectif de l'entrelac armé, économique et territorial qu'il avait construit pendant des années. Pour de nombreux commandants paramilitaires, ce processus représentait une sortie. Pour Mauricio, il impliquait une cession de pouvoir difficilement réversible. Remettre les armes signifiait fragmenter des structures, dépendre d'engagements étatiques incertains et renoncer à l'autonomie opérationnelle qui avait garanti sa position dominante en Urabá. Sa décision de rester en dehors du processus officiel ne fut pas une exception isolée, mais le résultat d'une lecture froide du contexte. Il savait que le narcotrafic ne disparaîtrait pas par décret, que les territoires abandonnés resteraient exposés et que de nouvelles organisations occuperaient rapidement ces espaces. Dans ce scénario, celui qui disposait d'hommes, de routes et de capital aurait l'avantage. Mauricio savait également que de nombreux combattants démobilisés resteraient en marge du système, sans soutien économique ni véritable intégration. Ce contingent constituait une force disponible, expérimentée et connaissant le terrain. Parallèlement, il conservait des réseaux logistiques, des contacts internationaux et des canaux financiers qui ne dépendaient déjà plus d'une structure paramilitaire formelle. Au lieu de s'intégrer à un processus qui diluait son pouvoir, il choisit une autre voie: bâtir une organisation propre, sans compromis politique ni hiérarchies héritées. Une structure plus légère, adaptable et orientée vers le business, capable d'opérer sans le poids idéologique ni l'exposition publique des anciens groupes armés. Ce pas marqua le début d'une nouvelle étape. Le passage du paramilitarisme à un modèle criminel indépendant, centré sur le contrôle des routes, la gestion des territoires et la continuité du commerce illicite. Ce qui allait naître ne serait plus une extension des AUC, mais une organisation conçue pour le scénario postérieur à la démobilisation. Un scénario où le pouvoir n'était pas accordé par des accords, mais par la capacité à occuper le vide laissé par les autres. De cette décision naquit une organisation différente des précédentes. Les Urabeños virent le jour, connus dans leurs premières années sous le nom d'Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Dès le départ, le groupe se distingua par son approche opérationnelle. Ce n'était ni une guérilla, ni une structure paramilitaire classique. C'était une organisation criminelle conçue pour fonctionner dans le contexte né de la démobilisation. Sa base combinait des pratiques héritées des anciennes Autodefensas Unidas de Colombia avec un modèle de gestion plus pragmatique, construit à partir de l'expérience accumulée par Mauricio dans le contrôle de territoire, de ressources et de flux économiques complexes. La priorité n'était plus le discours ni la confrontation directe permanente, mais la maîtrise d'espaces clés pour le commerce. La stratégie initiale se concentra sur la sécurisation de corridors essentiels au narcotrafic, des routes reliant des zones de culture et de transformation à des points de sortie vers les Caraïbes et le Pacifique. Contrôler ces passages signifiait contrôler le mouvement de la marchandise, de l'argent et de l'information. Pour y parvenir, l'organisation avait besoin d'une force armée suffisante pour disputer les territoires, mais aussi d'une capacité de négociation afin de conclure des accords avec d'autres groupes contrôlant différents segments de la chaîne. Dès ces premières années, les Urabeños montrèrent une remarquable capacité d'adaptation. Face à des opérations intensives de l'État, ils relocalisaient hommes et ressources sans désarticuler la structure. Lorsque des conflits surgissaient avec des organisations rivales, ils alternaient affrontements directs et pactes temporaires permettant de maintenir le flux des affaires sans guerre prolongée. Cette approche réduisait les pertes et assurait la continuité. L'organisation ne cherchait pas à tout dominer en même temps, mais à sécuriser des points critiques et à s'étendre progressivement, en absorbant ou en neutralisant des concurrents selon les circonstances. En 2008, à peine 3 ans après son apparition, les Urabeños s'étaient déjà imposés parmi les organisations criminelles les plus importantes du pays. Ils contrôlaient des routes, générant des revenus annuels considérables,
et avait bâti une réputation fondée sur la discipline interne et l'efficacité opérationnelle. Ce profil attirait autant des hommes ayant une expérience armée que des jeunes issus de régions où les options légales étaient limitées et où la structure offrait des revenus rapides et une protection. En peu de temps, l'organisation cessa d'être un phénomène local. Elle devint un acteur central de la nouvelle carte criminelle colombienne, prête à croître dans un environnement fragmenté, sans hiérarchie idéologique, avec le commerce comme axe absolu de son fonctionnement. En 2009, une opération militaire mit fin à la vie du chef, qui dirigeait alors les Urabeños. La succession ne provoqua pas de querelles prolongées. Dairo Antonio Usuga prit le contrôle total de l'organisation et adopta l'alias sous lequel il serait connu dès lors, Otoniel. Sous ce nom commença une nouvelle phase, marquée par une ambition qui ne se limitait plus au contrôle régional. Le changement de leadership coïncida avec un contexte international favorable. La demande de cocaïne augmentait fortement en dehors des États-Unis, surtout en Europe, où les prix dépassaient nettement ceux du marché traditionnel. Pour les organisations capables de garantir volume, qualité et continuité logistique, ce moment ouvrait des possibilités inédites. Otoniel comprit ce contexte dès le départ. Sous sa direction, les Urabeños engagèrent une expansion calculée. Il ne s'agissait pas d'une offensive indiscriminée, mais d'une combinaison d'avancées progressives dans des territoires contigus et d'absorption sélective de structures criminelles plus petites. Cette stratégie permettait d'élargir le contrôle sans subir l'usure de conflits prolongés. L'objectif n'était pas de dominer chaque maillon du business, mais de se concentrer sur ceux où l'organisation obtenait le meilleur rendement. Des accords furent conclus avec des cultivateurs locaux, des laboratoires spécialisés et des réseaux de transport indépendants. Ainsi, les ressources étaient orientées vers les phases les plus rentables, tandis que d'autres acteurs prenaient en charge des tâches secondaires sous une supervision indirecte. Au cours de cette étape, Otoniel introduisit également des changements importants dans la manière de coordonner l'organisation. Des systèmes de communication chiffrés furent mis en place, ainsi que des protocoles stricts de compartimentation de l'information et des mécanismes de contrôle réduisant l'impact des arrestations ou des fuites. Chaque cellule ne connaissait que le nécessaire pour opérer, ce qui limitait les dégâts en cas d'intervention de l'État. La structure commença à fonctionner avec une plus grande autonomie territoriale, mais sous des lignes directrices centrales claires. Les décisions stratégiques restaient au sommet, tandis que l'exécution quotidienne était confiée à des responsables locaux avec des objectifs définis. Cette architecture renforça la capacité de résistance du groupe et facilita son expansion discrète. En quelques années, les Urabeños cessèrent d'être une organisation concentrée dans le nord-ouest colombien. Ils se transformèrent en un réseau capable de négocier à grande échelle, de déplacer des cargaisons internationales et de rivaliser avec des acteurs criminels établis sans nécessité d'exposition publique ni de leaderships visibles. Ce modèle marquerait la période de plus forte croissance de l'organisation et placerait Otoniel au centre de la plus grande offensive de l'État lancée jusqu'alors contre un seul chef criminel en Colombie. Sous la direction d'Otoniel, l'organisation perfectionna ses mécanismes de protection interne. Des protocoles de sécurité furent instaurés afin de limiter la circulation de l'information, de sorte que chaque membre ne connaisse que l'indispensable pour remplir sa fonction. Cette compartimentation réduisait l'impact des arrestations, des infiltrations ou des collaborations avec les autorités et rendait plus difficile la reconstitution complète du réseau criminel. Parallèlement, un système de renseignement propre fut développé, grâce à des informateurs, à une corruption ciblée et à une surveillance constante du territoire. La structure obtenait des informations sur les mouvements des forces étatiques, les rivalités entre groupes concurrents et les opportunités émergentes sur les marchés internationaux. Les données circulaient rapidement et permettaient des ajustements presque immédiats des routes, des opérations et des déploiements armés. Le degré de sophistication atteint ne se limitait pas au domaine militaire. L'organisation disposait de secteurs distincts dédiés aux finances, à la logistique, à la gestion du personnel, au renseignement et à la communication. Ce dispositif permit de gérer des volumes d'argent croissants, de coordonner des opérations simultanées dans différentes régions
et de maintenir la cohésion interne malgré l'expansion territoriale. Le groupe avait dépassé le modèle de bande armée locale et fonctionnait avec une structure comparable, par sa complexité, à celle d'une grande entreprise clandestine dotée de capacités de combat. En 2012, la présence du groupe s'étendait à plus de 200 municipalités du pays. Il contrôlait une part significative de la production nationale de cocaïne et entretenait des réseaux de distribution reliant la Colombie à des marchés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Océanie. Les estimations d'agences internationales situaient ses revenus annuels à des niveaux dépassant le milliard de dollars. Le maintien de cette domination ne reposait pas uniquement sur l'organisation interne. Il s'appuyait également sur une politique d'intimidation systématique. La violence n'était ni réactive ni improvisée. Elle remplissait une fonction de communication. Les exécutions publiques visaient à envoyer des avertissements explicites. Les disparitions instauraient une incertitude durable. Les attaques contre les proches de collaborateurs poursuivaient un objectif précis: empêcher toute tentative de coopération avec l'État. Durant les années de confrontation la plus intense, entre 2010 et 2015, l'organisation fut responsable de centaines d'assassinats de policiers, de militaires, de fonctionnaires, de leaders sociaux et de civils désignés comme informateurs. Dans de vastes zones du pays, l'activité institutionnelle fut paralysée. Les autorités ne disposaient pas de garanties pour intervenir, et la population comprenait que s'opposer entraînait des conséquences immédiates. Cette période consolida un contrôle fondé sur la peur et mit en évidence la fragilité de l'État dans des régions où l'organisation avait imposé ses règles. Le pouvoir ne s'exerçait pas depuis des bâtiments officiels, mais depuis un réseau invisible qui décidait qui pouvait agir, qui devait se taire et qui était exclu du territoire. L'étape suivante était inévitable. Une structure de cette taille, avec un tel niveau d'exposition et de violence, finirait par devenir la cible prioritaire d'une offensive sans précédent. L'affrontement d'Otoniel avec l'État ne se joua pas uniquement sur le terrain armé. Il se déploya à travers des tactiques asymétriques conçues pour exploiter les failles structurelles des institutions. La corruption fut un outil constant. Des pots de vin versés à des fonctionnaires stratégiques permettaient d'anticiper des opérations, de détourner des enquêtes et de sécuriser des zones de passage sans recourir à des affrontements directs. Parallèlement, la pression psychologique visait les forces de sécurité. Les menaces systématiques contre les familles de policiers et de militaires cherchaient à briser le moral et à réduire la volonté d'opérer dans des territoires sous contrôle du groupe. À cela s'ajoutaient des actions de désinformation destinées à affaiblir la crédibilité de l'État en diffusant rumeurs, fausses alertes et messages renforçant la perception d'omniprésence de l'organisation. La violence remplissait une fonction de communication soigneusement calculée. Les exécutions n'étaient pas aléatoires. Les lieux, les moments et les méthodes étaient choisis pour garantir que le message arrive rapidement et sans intermédiaire. Les corps apparaissaient porteurs de signes adressés à des publics précis, communautés, rivaux ou fonctionnaires. L'objectif n'était pas seulement d'éliminer une personne, mais de conditionner le comportement de beaucoup d'autres. Dans ce contexte apparut l'un des outils de pression collective les plus efficaces, les paros armados. Par des ordres coordonnés, l'organisation imposait l'arrêt total de l'activité quotidienne dans des régions entières. Sortir de chez soi, ouvrir un commerce ou circuler sur les routes devenait interdit sous menace directe de mort. Le résultat était immédiat. Rues désertes, transports à l'arrêt et économie locale paralysée. À plusieurs reprises, ces actions réussirent à interrompre pendant des jours la vie de villes entières. Écoles fermées, hôpitaux fonctionnant au minimum, banques sans service et commerces clos. Les autorités, dépassées par l'ampleur de la menace, étaient incapables d'offrir de réelles garanties à ceux qui choisissaient de désobéir. L'image publique était sans équivoque. Le contrôle effectif du territoire n'était pas entre les mains de l'État. La coordination nécessaire pour exécuter ces opérations démontrait un niveau d'organisation élevé. Des milliers d'hommes répartis dans de nombreux départements agissaient sous une même directive, respectant les délais et les ordres sans fuite visible. Maintenir une telle discipline, dans des contextes de forte pression,
et avec une présence constante des forces de l'État, révélait une capacité administrative et opérationnelle peu commune. Dans de vastes zones du pays, la structure dirigée par Otoniel cessa d'être perçue uniquement comme une organisation criminelle. Elle en vint à être considérée comme un acteur capable d'influencer des décisions publiques, de modifier l'économie régionale et de défier directement l'autorité de l'État. Une telle situation ne pouvait se maintenir indéfiniment sans provoquer une réaction de plus grande ampleur. Le terrain était prêt pour une offensive sans précédent. L'objectif suivant d'Otoniel était clair: projeter les Urabeños au-delà du cadre colombien. Pour y parvenir, il fallait plus que le contrôle territorial et une production constante. Il était indispensable de s'insérer dans des réseaux déjà établis qui dominaient les segments finaux du trafic international de cocaïne, en particulier ceux reliant le marché américain. Ce pas nécessitait des alliances complexes avec des organisations qui contrôlaient déjà les routes les plus sensibles. Au cours des années 2010, Otoniel établit des liens directs avec des structures criminelles mexicaines, jouant un rôle d'intermédiaire clé dans le transport de cargaisons de grande ampleur vers l'Amérique du Nord. Parmi elles figuraient le cartel de Sinaloa, le cartel Jalisco Nouvelle, Génération et le cartel du Golfe. La relation avec ces groupes ne reposait pas sur l'imposition. Otoniel avait appris que des accords durables exigeaient un équilibre. Chaque partie devait obtenir des bénéfices clairs et prévisibles. Le respect strict des engagements, la régularité des livraisons et la capacité à résoudre les différends, sans basculer dans des conflits ouverts, constituaient des conditions essentielles au maintien de ces relations opérationnelles. Ces accords garantissaient aux Urabeños un accès stable aux routes vers les États-Unis et d'autres destinations finales. En échange, les organisations mexicaines recevaient un approvisionnement continu en cocaïne de haute pureté, livré dans des conditions et des délais fiables. Ce schéma réduisait l'incertitude pour les deux parties et renforçait la coopération à long terme. Mais le produit, à lui seul, ne suffisait pas. Otoniel comprenait que la compétitivité sur le marché international dépendait aussi de la logistique. C'est pourquoi l'organisation investit des ressources considérables dans les infrastructures de transport et de transformation. Des laboratoires clandestins furent installés à proximité de ports stratégiques, des embarcations furent adaptées pour contourner les systèmes de détection et des réseaux de stockage, capables de gérer des cargaisons de grand volume, furent mis en place. Ces améliorations permettaient de déplacer régulièrement des tonnes de cocaïne, de soutenir des expéditions simultanées et de réagir rapidement aux variations de la pression étatique. La structure n'opérait plus comme un acteur local doté de connexions externes, mais comme un fournisseur intégré au sein d'un circuit criminel transnational. Grâce à ces alliances, les Urabeños consolidèrent leur présence sur la scène mondiale du narcotrafic. Et, ce faisant, Otoniel devint une figure centrale pour les agences de sécurité internationales, qui commencèrent à le considérer non seulement comme un problème colombien, mais comme un élément clé d'un réseau criminel traversant les continents. Sous le commandement d'Otoniel, la structure criminelle cessa d'opérer uniquement depuis la Colombie. Les opérations internationales s'étendirent de manière soutenue jusqu'à former un réseau présent dans plus de 30 pays. L'organisation établit des liens directs avec des centres de production au Pérou et en Bolivie, tout en développant des cellules opérationnelles dédiées à la distribution en Europe, en Asie et en Océanie. Maintenir une présence d'une telle ampleur exigeait des niveaux de coordination élevés. Les communications, la logistique et la prise de décision devaient fonctionner avec précision afin d'éviter toute rupture dans la chaîne. La structure opérait de façon décentralisée, mais selon des lignes directrices communes, ce qui permettait de s'adapter aux réglementations locales, au changement des contrôles douaniers et aux pressions policières sans interrompre le flux des activités. L'entrée sur les marchés européens suivit un schéma précis. Au lieu d'imposer un contrôle direct, les Urabeños optèrent pour des alliances avec des organisations criminelles locales. Ces partenaires apportaient une connaissance détaillée des ports, des systèmes de corruption, des cadres réglementaires et des réseaux de distribution de détail. En échange, ils recevaient un approvisionnement constant en cocaïne, avec des standards de qualité stables et des livraisons prévisibles. Ce modèle réduisait les risques et facilitait l'expansion.
L'organisation n'avait pas besoin de construire des structures à partir de zéro dans chaque pays. Elle s'intégrait à des réseaux existants, assurant la continuité opérationnelle et limitant l'exposition. Le dispositif permettait d'absorber des pertes ponctuelles sans compromettre l'ensemble du système. En 2015, des estimations des services de renseignement situaient les Urabeños comme responsables d'une part substantielle de la cocaïne quittant la Colombie à destination des marchés internationaux. Les revenus annuels dépassaient les 2 milliards de dollars, et Otoniel s'imposait comme l'un des dirigeants criminels disposant de la plus grande capacité opérationnelle et financière du moment, comparable par son envergure à des figures historiques du narcotrafic continental. Ce niveau d'expansion eut un effet immédiat. À partir de 2016, Otoniel devint la cible prioritaire des forces de sécurité, non seulement en Colombie, mais aussi aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Sa capture devint une priorité stratégique partagée, donnant lieu à la plus vaste et la plus coûteuse opération de recherche jamais déployée contre un seul dirigeant criminel dans la région. Pendant plus de 5 ans, de multiples agences de renseignement coordonnèrent leurs efforts, partagèrent des informations et utilisèrent des technologies avancées pour suivre ses déplacements, démanteler ses réseaux de soutien et réduire sa marge de manœuvre. Les ressources investies se chiffrèrent en centaines de millions de dollars. L'objectif était clair: neutraliser un acteur qui ne représentait plus seulement un problème national, mais une menace transnationale de grande ampleur. La traque avait commencé. Et cette fois, il ne s'agissait pas d'une opération de plus, mais d'une offensive soutenue destinée à clore définitivement le cycle d'expansion. L'offensive contre Otoniel reçut un nom officiel: Opération Agamemnon. Ce ne fut pas une opération conventionnelle, mais une campagne prolongée conçue pour l'user, l'isoler et, finalement, démanteler le noyau de protection qu'il avait maintenu hors de portée de l'État pendant des années. Pour cela, un commandement conjoint sans précédent dans le pays fut mis en place. Sur le terrain participèrent des forces spéciales de l'armée colombienne et des unités d'élite de la police nationale. À cet effort s'ajoutèrent des agences internationales comme la DEA et la CIA, ainsi que des spécialistes en guerre électronique et en renseignement financier. L'objectif n'était pas une capture immédiate, mais le démantèlement progressif des couches garantissant sa survie. Otoniel avait bâti un système de sécurité complexe. Il opérait avec plusieurs cercles de protection, disposait de réseaux d'informateurs, alertant sur les mouvements officiels et suivait des protocoles de mobilité stricts. Il changeait constamment de lieu, utilisait des itinéraires préalablement sécurisés et se réfugiait dans des maisons sûres réparties dans des zones difficiles d'accès. Pour déjouer la surveillance, il utilisa des doubles, renouvela fréquemment ses systèmes de communication et appliqua des mesures avancées de contre-surveillance. Son entourage surveillait les signaux, les interceptions et les mouvements inhabituels pouvant indiquer la préparation d'une opération. Pendant des années, cette combinaison lui permit d'anticiper et de disparaître avant que les forces étatiques ne referment l'étau. Cependant, entre 2018 et 2021, la pression commença à produire ses effets. Les autorités parvinrent à capturer ou neutraliser des cadres clés, saisir des actifs évalués à des centaines de millions de dollars et démantelèrent des réseaux logistiques soutenant les opérations internationales. Chaque coup réduisait sa marge de manœuvre et l'obligeait à dépendre de cercles de plus en plus restreints. Le 23 octobre 2021, les informations recueillies permirent de le localiser dans une zone reculée de l'Urabá. Grâce à un renseignement précis et à un déploiement soigneusement coordonné, des forces spéciales colombiennes, avec un appui international, exécutèrent l'opération finale. Otoniel fut retrouvé dans une habitation utilisée comme refuge, accompagné de quelques gardes du corps et en possession d'argent liquide, d'armes et d'équipements de communication. La capture mit fin à une trajectoire criminelle qui s'était étendue sur plusieurs décennies. Elle marqua également l'effondrement de la structure la plus complexe et la plus étendue apparue en Colombie depuis les années 1990. L'impact fut immédiat, tant sur le plan opérationnel que symbolique. Pour la première fois depuis longtemps, l'État parvenait à neutraliser un dirigeant ayant défié de manière soutenue son autorité dans de vastes régions du pays. Ce moment mit fin à un cycle, mais il ouvrit aussi une nouvelle phase, dans laquelle les conséquences de sa chute
la fragmentation de l'organisation et l'avenir du territoire qu'il avait contrôlé passèrent au centre de l'analyse. En mai 2022, Otoniel fut extradé vers les États-Unis où il fait face à des accusations de narcotrafic, de blanchiment d'argent et de participation continue à une organisation criminelle. Les procédures judiciaires en cours prévoient des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Ce transfert referma, de manière symbolique, une longue période marquée par des figures criminelles colombiennes capables d'opérer à l'échelle mondiale pendant des décennies. Le bilan de sa trajectoire offre une lecture complexe. D'un côté, il a montré qu'il était possible de bâtir des structures illicites avec des niveaux de planification, d'administration et de portée comparables à ceux d'organisations formelles. De l'autre, il a mis en lumière l'impact humain et territorial d'un modèle fondé sur la violence systématique, la contrainte et le contrôle social. L'organisation qu'il dirigeait fonctionnait selon une logique entrepreneuriale, avec des hiérarchies définies, une gestion des ressources et une projection internationale. Ce schéma est devenu une référence pour d'autres réseaux criminels dans différentes régions d'Amérique latine, qui ont reproduit méthodes, alliances et formes de contrôle adaptées à leur propre contexte. Une partie de son pouvoir reposait sur une stratégie qui ne se limitait pas à la domination armée. L'investissement dans des services locaux, des mécanismes de résolution des conflits et des structures parallèles d'autorité a créé des dépendances difficiles à démanteler. Pour de nombreuses communautés, l'absence prolongée de l'État a laissé des espaces occupés par des organisations illégales, générant des relations de soumission qui n'ont pas disparu avec une seule arrestation. Après son arrestation, la structure qu'il avait construite ne s'est pas éteinte. Elle s'est fragmentée. Des groupes plus petits ont commencé à se disputer les territoires, réduisant la concentration du pouvoir, tout en maintenant l'activité criminelle. Ce scénario a confirmé une réalité bien connue des analystes. L'élimination d'un dirigeant ne suffit pas, à elle seule, à résoudre les facteurs permettant la continuité du narcotrafic. Son histoire reflète des schémas persistants en Colombie. Manque d'opportunités réelles, faiblesse institutionnelle dans les régions périphériques et banalisation de la violence comme outil de contrôle. Elle montre également que la coopération soutenue entre États et agences peut atteindre des objectifs qui, pendant des années, ont semblé inaccessibles, même si le défi de fond demeure. Ici s'achève ce parcours, non comme une exaltation ni comme une condamnation, mais comme une analyse documentée de la manière dont l'une des structures criminelles les plus influentes du pays a été construite, a fonctionné et s'est effondrée, ainsi que des conséquences qu'elle a laissées derrière elle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci d'avoir consacré votre temps à ce travail. Cette chaîne mise sur la rigueur, l'enquête et une narration soignée d'histoires réelles. Si vous appréciez ce type de contenu, vous abonner, laisser un commentaire ou partager la vidéo aide ce projet à continuer de se développer avec le même niveau de qualité et de profondeur. Merci d'être là. À très bientôt dans le prochain documentaire.